Bonjour à tous. Bienvenue au, je ne sais plus, troisième jour du printemps du podcast. On enchaîne avec une table ronde qui s'intitule Une nouvelle voie pour la culture européenne, avec un plateau qui s'est un petit peu reconfiguré en dernière minute. À côté de moi, donc, nous avons Cécile Moreau, qui est responsable du média européen indépendant We Are Europe. Bonjour. À côté de Cécile, Christophe Paillet, fondateur de Nick la Radio et du studio Sonic, maison de production de podcasts indépendants. C'est ça, bonjour. Et à côté, nous avons la chance d'avoir notre invité last minute, Renaud Brizard, qui est l'auteur de Faya, donc podcast de Nick la Radio, et podcast sur lequel vous avez donc tous les trois collaboré. On va parler de tout ça. Et oui, bonjour à tous. Dans cette table ronde. On devait avoir, pour tout vous dire, Antoine Lheureux, qui a créé une boîte de production de podcasts qui s'appelle Bulle Média, qui a la spécificité d'être une maison de production européenne. Et malheureusement, il est coincé dans un train entre Bruxelles et Paris. Donc on se dit que les réseaux culturels européens ont encore quelques petits progrès à faire, mais on y croit. Et puis on le recevra à une autre occasion, sans aucun doute. Donc merci d'être là tous les trois et merci d'être avec nous. On va parler donc de la question de la culture européenne dans l'univers du podcast, qui est finalement une question assez récente, puisque c'est un sujet qui n'est pas tant exploré que ça sur ce format-là. Alors déjà, qui n'est pas tant exploré que ça de base dans les médias, mais finalement encore moins dans le podcast. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir finalement comment le podcast apparaît, là encore, comme un média original et audacieux pour non seulement parler de là ou des cultures européennes, mais aussi pour nous permettre de prendre conscience finalement de ce qui se joue dans les différents pays européens, et puis aussi donner la parole aux acteurs et aux actrices de la scène culturelle européenne. Et c'est ça qui est très important. On le sait avec le podcast, c'est comment on arrive à finalement parler de manière vivante, incarnée et concrète d'un sujet. Bref, on a fait le pari que le podcast était, pour la culture européenne, en train de finalement l'aider à sortir de l'ombre et à la faire rayonner face à une forme d'ennui un peu technocrate dans lequel elle s'était enfermée depuis quelques années. Voilà pour un petit mot d'introduction. Je voudrais commencer par toi, Cécile, pour un peu reposer le contexte de We Are Europe et nous raconter un petit peu ce que c'est déjà ce média-là. Et puis après, on parlera de pourquoi tu as eu envie de t'aventurer dans le podcast. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc oui, pour reposer le contexte, en fait, moi je coordonne, We Are Europe, à l'origine, c'est un projet de coopération entre 8 festivals, qui sont des festivals de musique, mais aussi des forums et débats d'idées. Et ces 8 festivals sont répartis dans 8 pays européens. Et en fait, depuis 2021, du coup, on s'est lancé dans un média ensemble, un média qui est en ligne. Et l'ambition avec ce média, c'est de traiter en fait, des scènes musicales qu'on défend dans nos festivals et de pouvoir leur donner un peu plus accès, plus facilement, à toutes ces particularités locales, on va dire, au niveau européen. Et donc, c'est aussi, dans les épisodes Faya qu'on a fait avec We Are Europe, il y a 3 villes qui sont représentées par des festivals de la coopération. Donc on a 3 villes et 3 territoires, donc l'Espagne, les Pays-Bas et la Pologne. Voilà. Et donc en fait, donc dans ce média, on fait beaucoup d'écrits et de vidéos. L'idée, c'est vraiment de faire de l'interview, de faire de l'enquête, etc. Et on avait quand même envie d'essayer le format podcast, même s'il était moins facile à mettre en œuvre au début. Parce qu'il y a la question de la langue, parce que ironiquement, même si nos amis anglais ne sont plus dans l'UE, etc., c'est quand même grâce à l'anglais qu'on peut communiquer plus facilement. En tout cas, c'est quand même la langue qu'on utilise, la langue d'échange qu'on utilise beaucoup. Voilà. Mais donc on s'est dit que parce que Faya existait déjà, et que en fait Renaud et Christophe font un travail excellent justement d'aller comme ça dans des villes, dans des territoires pour voir ce qui s'y passe. En termes de bouillonnement musical et de vraiment prendre le temps d'explorer et d'aller dans le fond des sujets. Et on s'est dit que ça serait cool de faire une série dédiée à l'Europe et de mêler un peu nos compétences, on va dire, là-dessus. Et c'est la première fois, du coup, que tu t'essayais au format podcast pour We Are Europe. Oui, okay. Exactement. Peut-être un petit mot, du coup, sur Faya. Qu'est-ce que c'est que ce podcast, Faya ? D'où est née cette idée-là ? Alors, tu lances ouais, je vais commencer. Vas-y. Bon, Faya, c'est un des podcasts de Nick la Radio. Nick, donc c'est un label avec
On a combien de podcasts maintenant? 5, 6, je sais plus. Enfin, bon, un certain nombre de podcasts avec toujours cette question des cultures au pluriel et du rapport entre culture et société. Et un de nos podcasts phares, donc c'est Faya, qui est écrit et animé par Renaud ici présent, où lui va s'intéresser à des scènes musicales dans le monde entier, pas uniquement en Europe. Et comment c'est né? En fait, c'est né pendant le confinement. Et c'est né pour moi de l'impossibilité de voyager. Et alors que j'avais prévu des voyages pour rencontrer des musiciens, notamment en Côte d'Ivoire. Et il se trouve que le Covid a un peu stoppé mes projets. Et je me suis dit, comment faire quand même le travail que je voulais faire des interviews. Et en fait, on s'est dit, on peut faire des interviews à distance, par WhatsApp ou des choses comme ça. Et en fait, ça s'est transformé en podcast, quoi. On était enfermés ensemble parce qu'on était coloc à ce moment-là. Et voilà, l'idée de Nick et l'idée de Faya a germé, je dirais, simultanément, en fait. Ouais. Dès le départ, quand j'ai commencé à concevoir Nick, il y avait Faya qui était vraiment un des piliers du projet. Encore une fois, avec cette idée d'ouvrir les perspectives sur les cultures et de pas prendre la musique juste comme un élément comme ça en tant que tel, pas juste de la musique. En fait, derrière la musique, il y a toujours autre chose. Il y a toujours des problématiques sociétales, culturelles. Et donc voilà, tout l'enjeu du podcast, c'était de réussir, je pense, avec énormément de pédagogie toujours et de mise en scène dans ce jeu justement de WhatsApp. En fait, du coup, la contrainte est devenue notre format et on a joué avec la contrainte pour en faire un format. Et du coup, ce jeu d'échange de voice note avec les artistes sur place permet de décrypter le contexte socio-culturel d'émergence d'une musique, d'un courant musical actuel. Absolument. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs dimensions dans ce que vous êtes en train de dire. C'est d'une part la production en elle-même, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était pendant le confinement. Donc là, il y a une solution qui a été trouvée de qualité, qui est de faire des enregistrements à distance, finalement, de recevoir des voice notes de la part des personnes que vous interviewez. Ouais. Donc ça nous plonge dans l'univers, dans leur univers, sans être obligé d'y aller. Je trouve ça assez génial. Et l'autre chose, en effet, mais ça, j'aurais aimé que vous nous racontiez un peu plus précisément, finalement, chaque épisode, un peu de quoi il parle, parce que ce qui est génial dans ce format-là, alors qui n'est pas un format dédié à la culture européenne à la base, vous l'avez compris, c'est vraiment toutes les cultures à l'international, mais là on a 3 épisodes qui sont vraiment focus sur la culture européenne, sur les cultures européennes. Et ce qui est génial, c'est qu'on parle de musique, mais on parle finalement du contexte social, du contexte politique, et de comment des cultures et des scènes émergentes musicales permettent en fait aux jeunes de s'exprimer, de se retrouver et de préserver une forme d'indépendance, de liberté fondamentale en fait dans des pays qui sont quand même dans des situations très tendues aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les 3 épisodes pour qu'on suive un peu l'histoire? Alors, dans l'ordre, le premier épisode, il porte sur la Pologne et spécifiquement sur les collectifs de musique électronique, on va dire des collectifs assez underground, qui luttent pour les droits des communautés LGBTQIA+, qui militent aussi pour les droits des personnes en migration. Tout ça dans un contexte relativement autoritaire, conservateur. Et ce qui fait que ces artistes et ces collectifs représentent une forme de contre-pouvoir culturel qui va de pair aussi avec certaines institutions des institutions un peu plus instituées, quoi. C'est la contrepartie d'un contre-pouvoir culturel. C'est assez intéressant et c'est aussi des gens qui souvent ont vécu des situations de garde à vue, de manifestations qui tournent mal, de violences dans la rue parce que ils ressemblent pas à la personne lambda polonaise. Donc des situations très tendues en fait. Et donc c'était assez intéressant de parler de ça et aussi de la musique qui émerge de ces collectifs, parce que ce qui est dingue, c'est que ça c'est bien souvent le cas de tous les Faya, c'est que je parle de contextes sociaux compliqués, mais de ces contextes sociaux compliqués, il y a toujours des musiques incroyables qui sortent de ça. Et pour la Pologne, c'est pas différent, c'est qu'il y a des super artistes qui se disent quelle musique électronique polonaise on pourrait faire et comment
on peut essayer de reprendre notre patrimoine et en faire quelque chose de nouveau, et sans que ce patrimoine soit accaparé par les nationalistes, en fait. C'est ça qui est très fort dans le podcast, c'est qu'on comprend en fait ce travail d'aller retravailler une identité presque nationale sur des musiques électroniques, avec aussi la volonté qu'elles diffusent beaucoup plus largement. Et là, on est au cœur finalement de ce que pourrait être une culture européenne un peu partagée. C'est à la fois travailler une identité territoriale et en même temps que cette identité-là puisse être partagée par tous les Européens. Ouais, surtout que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute cet épisode-là spécifiquement sur la Pologne, c'est de voir, il y a des artistes polonais comme VTSS ou même Automat qui voyagent un peu partout en Europe, mais c'est que dans leur pays, ce qui nous, en fait, ça va être une culture club un peu qui peut être hédoniste, etc. Quand on va en Pologne, c'est autre chose, c'est une scène en résistance, et du coup, même si on partage un peu cette même culture, en fait, c'est quand même des contextes hyper différents et c'est assez fou de... On ne la vit pas dans la même situation. Ouais. Est-ce que un des éléments moi, que je trouve le plus intéressant, qu'on retrouve quasi systématiquement dans les épisodes de Faya, c'est comment des musiques qui sont globalisées, et donc qui ont l'air d'être des cultures uniformisées, globalisées, en fait, à chaque fois, sont réappropriées et sont retraduites à travers une culture locale et une identité locale ou nationale. Et moi, je trouve que c'est un peu ce qui ressort quand on écoute l'ensemble de la collection. Ou à l'inverse, comment ces cultures, ces mouvements ou ces, disons, bouillonnements musicaux sont finalement diffusés dans quelque chose de plus international ou de plus européen, et qui, en fait, sont... après joué par des DJ hyper connus, mais à la base ça vient vraiment de mouvements très précis, très localisés, de diaspora, de scènes en résistance, etc. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est un bon résumé de ce que vous... ça fait plaisir. Non mais effectivement, peut-être pour reprendre soit ce que tu disais Christophe, j'ai quand même beaucoup parlé de mouvements proches du hip-hop ou de certaines musiques électroniques, et c'est intéressant de voir comment une matière qui va parler au monde entier, des rythmes hip-hop ou à des codes, comment chaque pays va pouvoir y mettre son grain de sel et faire quelque chose finalement de très local. Ça, c'est quelque chose, c'est vrai, qu'on retrouve dans beaucoup d'épisodes, mais par rapport peut-être au contexte de la Pologne ou cet épisode particulier, moi, ce qui m'a intéressé quand même dans cet épisode, c'est de parler effectivement d'un contexte très particulier, très conservateur, de la Pologne, mais qui finalement peut faire réfléchir dans beaucoup de pays européens quand même, parce que l'idée d'avoir des idées assez conservatrices avec en face des gens qui défendent les droits des queers, des personnes en migration, je pense que ça peut parler facilement en France par exemple, ou dans plein d'autres pays. Donc c'est ça que j'aime bien, et il y a aussi, du coup ça me permet de parler des deux autres épisodes qui ont quelque chose d'assez commun. J'ai parlé de la scène rap à Barcelone. Il y a, comment dire, depuis 10 ans, une sorte de comment je pourrais dire, d'évolution du hip-hop en Espagne, une vraie identité différente, enfin quelque chose de très avant-gardiste, qui arrive à aujourd'hui des rappeurs qui viennent de Senneville et qui sont les plus gros rappeurs du pays. Donc ça m'a intéressé de voir comment en 10 ans une scène émerge et devient la plus importante du pays. Et surtout avec des artistes qui sont issus de migrations assez récentes, notamment marocaines pour Barcelone. Et donc il y a ce contexte de migration, ce contexte aussi post-colonial qu'on retrouve dans l'autre épisode où je me suis intéressé aux scènes hip-hop en Hollande, aux Pays-Bas, et comment toutes les diasporas qui vivent aux Pays-Bas nourrissent ce hip-hop, et pourquoi il sonne si différemment du hip-hop anglais ou français. Enfin, si différemment. Là aussi, je montre qu'il y a des connexions, quoi, mais qu'est-ce qui fait le parfum si particulier du hip-hop hollandais? C'est que parce que c'est nourri de diaspora caribéenne, sud-américaine, marocaine, là aussi. Et donc, ce côté, comment les diasporas, comment les communautés venues des différentes vagues de migration nourrissent une musique. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très fréquent dans Faya et qui, je pense, peut parler à plein de pays européens, en fait, de se dire « Ah, mais en fait, qu'est-ce qui fait notre musique qu'est-ce qui fait qu'elle est différente? Qu'est-ce qui fait qu'elle va sonner comme ci, comme ça ?» Je pense que ça, c'est quelque chose
que j'ai fait sur l'Espagne ou la Hollande, mais à qui ça va vraiment parler un anglais, j'en suis sûr, ou un portugais, c'est sûr, avec toutes les musiques afrodescendantes. Enfin, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens en Europe. Christophe, tu voulais non, mais oui, parce qu'en fait, même quand Renaud va parler de scènes non européennes, il y a quand même extrêmement souvent en fil rouge ou en filigrane la question postcoloniale. Et du coup, en fait, c'est une question qui concerne quand même un certain nombre de pays européens, de par notre histoire de colonisateurs. Et que donc, quand on parle de rap ivoire en Côte d'Ivoire, on n'est pas en Europe, mais en fait, on parle quand même du lien entre la Côte d'Ivoire et l'Europe, et la France en l'occurrence. Et comment une culture musicale locale se construit et en opposition et en même temps en complémentarité de la culture du pays de l'ancienne colonie, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez systématiquement et qui est hyper intéressant à décrypter, je pense. Est-ce que ça, c'est des sujets que tu avais déjà abordés sur justement We Are Europe, ou est-ce que le podcast a permis d'aborder ces thématiques de manière différente ? Je pense que le podcast nous a permis de vraiment le traiter, en tout cas d'en avoir une vision globale, parce que c'est vrai que sinon on fait, comme je le disais, beaucoup d'interviews d'artistes, etc. Et là, je trouve le fait que ça soit justement, disons, une équipe française qui aille sur le terrain d'autres pays et qui vienne aussi avec son regard extérieur et qui trace le fil entre plusieurs artistes, plusieurs acteurs, et en fait puisse avoir ce recul-là et cette description-là. Je pense que, il y a que dans les contenus qu'on a produits, il y a que Faya qui l'apporte de cette façon-là, clairement. Et puis, ce qui est cool, c'est que voilà. Il y a beaucoup, le podcast passe beaucoup de morceaux de musique, donc l'intérêt du podcast, c'est que c'est sonore, et comme on parle de musique, au moins on est vraiment concentré sur le son, on n'est pas, sur l'image, etc. Donc je pense que c'est super intéressant pour aller fouiller ça, quoi. On retrouve le côté très immersif et très incarné, en fait, parce que c'est vrai qu'on s'attache beaucoup aux personnes qui nous racontent leur histoire. Je trouve que c'est assez fort. Là-dessus. Et alors on touche un autre sujet qui est finalement, si on parle de culture européenne et de comment on utilise le podcast pour parler de culture européenne, c'est la question de l'accessibilité de la langue. Quel choix vous avez fait, vous, pour ces podcasts-là ? Alors nous, de façon générale, Faya, en dehors de la collaboration avec We Are Europe, Faya est en français, tout simplement pour des raisons de manque de moyens, parce qu'en fait, nous, dès le début, avec Faya, on s'est dit on a un contenu qui parle de culture dans leur diversité, qui peut parler finalement à un public, pas forcément un public français en fait. Évidemment, Faya peut parler à un public européen, voire un public international. Le problème, c'est que produire un podcast en bilingue, c'est un coût, c'est du temps, c'est énormément de production supplémentaire. Donc de façon générale, Faya est uniquement en français, mais on avait toujours eu cette idée de se dire il faudrait en fait tenter l'aventure de Faya en anglais, voire dans d'autres langues, mais en tout cas au moins en anglais, pour pouvoir l'exporter, parce que voilà, il n'y a rien de franco-français dans nos épisodes. Et c'est vrai que la collaboration avec We Are Europe sur ces 3 épisodes, c'était l'opportunité parfaite et ça faisait totalement sens, parce que eux travaillent déjà en anglais, travaillent déjà un public européen. Nous, on avait du contenu en français, mais pas forcément les capacités de l'exporter. Donc, ce qu'on a fait comme choix ensemble sur ces 3 épisodes, c'est de faire le podcast en bilingue. Donc, pour la première fois, on a sorti 3 épisodes de Faya en français et en anglais. Et là, en termes de production, effectivement, ça a été du boulot, parce que une fois qu'on a produit le podcast en français, il faut tout reproduire en anglais, donc c'est-à-dire faire traduire les textes. Alors sur les interviews, l'avantage c'est que la plupart des interviews sont en anglais. Enfin, souvent tu fais des interviews en anglais. Pour la Hollande et pour la Pologne, c'était en anglais. Mais sinon pour l'Espagne. Pour l'Espagne, c'était en espagnol, donc voilà, ça simplifiait pas non plus la tâche. Mais donc, en général, quand on produit un épisode de Faya, Renaud fait les interviews, on va dire 90% du temps en anglais. On traduit les interviews en français et on enregistre des voix en voice-over par-dessus, en français, par-dessus les voix des interviews. Et Renaud enregistre ses voix en français. Et donc là, on a fait ça. Et ensuite, on a dû faire l'inverse, garder les voix des interviews en anglais, traduire en anglais les interviews en espagnol, faire traduire les textes de Renaud en anglais
et trouver des comédiens ou comédiennes ou journalistes anglophones pour enregistrer notamment la voix de Lost, qui est une journaliste qui est aujourd'hui correspondante de Radio France à Dublin, qui a fait la voix de Renaud, mais en anglais. Et avec le choix d'ailleurs de prendre quelqu'un qui parlait très bien anglais, mais qui n'était pas natif, parce que en fait le risque de prendre quelqu'un par exemple qui a un gros accent londonien, un gros accent anglais, c'est qu'il soit uniquement compris par des anglais et pas par un public qui est non anglophone, parce que en fait une fois qu'on le traduit en anglais, on le rend accessible, mais tout le monde, enfin voilà, si on regarde en France, tout le monde ne parle pas forcément très bien anglais, donc aller écouter un podcast en anglais quand on est espagnol, polonais, belge, c'est pas forcément une évidence. Donc il y avait l'idée d'avoir quand même un accent plutôt neutre au maximum, pas trop marqué, pour le rendre un peu plus accessible, même s'il y a toujours cette limite de se dire, bah voilà, on fait un podcast pour un public européen en anglais, quelle va être réellement notre cible en dehors des anglo natifs? Ça c'est un peu la question. Bah c'est la question. C'est la question, mais il y en a une autre qui est finalement, est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, on ait dans chaque pays un correspondant qui s'empare en fait du podcast et qui puisse en assurer la traduction? Pour Faya. Pour Faya. On est correspondant dans le monde entier. Non, mais pourquoi pas, en fait, c'est l'idée de nouer des partenariats éventuellement avec d'autres studios de podcast à l'étranger. On y a déjà réfléchi, avant de faire la collaboration avec We Are Europe, on avait un peu évoqué l'idée de faire des épisodes en anglais avec une radio basée à Johannesburg qui s'appelle Kaya FM, qui est une radio que moi j'avais rencontrée quand j'étais passé à Johannesburg. On avait un peu collaboré et en fait ils étaient hyper intéressés par ce qu'on faisait, et il a été question à un moment donné de voilà, c'est comme ce qu'on a fait avec Europe, est-ce qu'on peut monter une coproduction, vous faites l'anglais, nous on fait le français et on diffuse, et donc se dire pourquoi pas un jour trouver un partenaire en Espagne qui ferait une version espagnole, en trouvant, après il faut voir quel est le modèle de partenariat d'un point de vue économique, mais là aujourd'hui il n'y a pas d'opportunité concrète, mais je pense que ce serait hyper intéressant, ouais. Surtout entre petits studios de podcast comme nous, on est des petits studios indépendants, donc nous on peut pas faire traduire en 15 langues tous nos podcasts, quoi. Très clairement. Et Cécile, toi, cette barrière de la langue, c'est quelque chose que tu contournes comment avec We Are Europe? Est-ce que tu traduis dans multilangue? Est-ce que tu restes sur l'anglais, comme tu disais tout à l'heure, parce que finalement, c'est le plus facile? Alors, là aussi, donc en gros, We Are Europe est cofinancé par... parce qu'en fait, encore une fois, il y a toujours les questions de budget et même d'équipe et de moyens, quoi. Mais en gros, We Are Europe est cofinancé à la fois par ces structures qui sont des festivals et par l'Union européenne, dans le cadre d'un projet qui arrive à son terme. Et en fait, là, on a dû faire des choix pour des raisons budgétaires et aussi de temps qu'on avait à disposition. Donc en gros, tout est en anglais automatiquement, et à chaque fois qu'un contributeur, si jamais il a aussi rédigé par exemple son article dans sa langue maternelle qui n'est pas l'anglais, on publie les deux versions. Mais après, on ne fait pas de multi-traduction de chaque contenu. En fait, on est limité pour l'instant à ça. Donc après, l'idée, c'est de pouvoir aller plus loin, mais dans une prochaine phase de développement, quoi. Et c'est clair, comme le disait Christophe, finalement, une des questions qui se pose, c'est l'audience, c'est à qui on parle, à qui vous parlez avec ces contenus-là. Est-ce que vous avez des feedbacks un petit peu de vos publics? Ouais, nous, clairement, on s'adresse parce qu'on on a une audience très, disons, musique. On s'adresse à des gens qui ont l'habitude de s'intéresser à la scène musicale qu'on représente avec nos festivals. Donc, je sais pas, les festivals de la coopération, c'est Nuit Sonore, Sonar, Unsound en Pologne. Donc c'était tout des arts à La Haye, et donc on est 8. Et donc il y a cette audience-là, qui en plus, il y a une partie qui a quand même l'habitude de justement voyager et d'avoir une certaine mobilité pour se déplacer dans d'autres festivals et qui maîtrise l'anglais. Et après, c'est aussi tous les gens de la scène eux-mêmes, c'est-à-dire les artistes. Et typiquement, je pense que le fait de pouvoir traduire Faya, c'est aussi top pour les artistes que vous allez interviewer, en fait, et que ça soit une archive qui soit pas que pour les Français, mais qui soit accessible en fait à tous les artistes qui s'inspirent de ces différentes scènes en Europe et dans le monde, du coup. J'ai encore 2 questions, moi, mais je vous suggère de préparer vos questions aussi, parce que on aura 15 minutes après d'échange entre nous. La prochaine
question, c'est finalement là, il y a eu 3 épisodes. Est-ce que par rapport à ce que tu as vu sur ces 3 potentiels en fait autour des cultures européennes, est-ce que ça te donnait envie d'en faire davantage, vraiment centré sur l'Europe? J'aimerais beaucoup. Hein. Oui. J'ai déjà des idées déjà. J'ai déjà des idées en tête. J'ai évoqué le Portugal. Il y a des choses très intéressantes là-bas. D'autres idées en tête. Je ne sais pas forcément. C'est vrai que Londres, même si Londres, évidemment, il y a tellement d'endroits. Je pense qu'à Berlin, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a peut-être moyen. Non, mais il y a plein d'autres scènes qui m'intéressent. Et moi, j'ai adoré cette expérience de pouvoir, justement, comme on disait, le traduire en anglais, d'avoir un vrai retour pour le coup des artistes, c'est ce que tu disais. Parce que souvent, quand je fais des FAIA, les gens, ils sont contents, mais ils se rendent pas vraiment compte de ce que ça donne. Là, au moins, les gens pouvaient écouter, me dire « Ah ouais, c'était bien » et tout. Donc ça crée une plus grande proximité finalement avec les gens et se rendre compte du travail que c'est. Et parce que moi souvent j'arrive avec mes questions, ils se demandent un peu voilà, et souvent je parle de scènes où il n'y a pas eu beaucoup de matière en fait. Bon là pour ce qui va être la Pologne si mais par exemple pour Barcelone pas tellement, il n'y avait pas vraiment eu de gros articles, même pour la Hollande quoi. Donc des fois ils se demandent un peu qu'est-ce que je viens demander quoi. C'est qui ce Français avec des questions bizarres sur la scène que personne ne connaît ou personne n'a jamais écrit. C'est vrai qu'il y a ce truc là aussi quand même avec Faya, c'est de documenter une espèce d'histoire culturelle contemporaine en fait sur des scènes, et ça c'est la difficulté et tout le travail compliqué de recherche pour Renaud, sur des scènes qui n'ont jamais été documentées encore. Ouais. Et même c'est quelque chose de très c'est des instantanés en fait. Là en venant dans le métro, j'écoutais du son et je me disais c'est quelque chose qui avait un lien avec un des premiers épisodes, et je me disais ça il faudrait un épisode 2 ou une update, parce qu'en fait il s'est passé plein de choses depuis. Mais bon, moi je vois ça comme un instantané en fait. Je suis sûr que si on refaisait même l'épisode sur la Pologne, après peut-être ce qui s'est passé ce qui se passe en Ukraine, je suis sûr que ça a fait bouger des choses, et je suis sûr qu'il y aura encore d'autres choses à dire. Mais voilà, faut accepter que c'est un instantané et que ça peut pas être un work in progress où tous les mois je rajoute les choses quoi. Voilà, le podcast il est fait, c'est comme ça. Mais oui, en tout cas, moi je suis prêt à retenter l'expérience, ça, c'est sûr. Je me tourne vers notre public nombreux. Est-ce que vous avez des questions? Ne soyez pas timide. Vous avez un petit micro, Borsen. Et nous, on adore les questions en fait, du public. Donc, Bonjour, je m'appelle Cédric. Moi, j'avais la question un peu de... Qu'est-ce que ça amène aussi, et pourquoi on peut avoir choisi le podcast pour rendre compte d'une culture? Qu'est-ce que ce format amène? Il y a évidemment la longueur et tout ça, mais voilà, pourquoi plutôt le podcast plutôt que de la radio, pour essayer d'aller chercher et rendre compte d'une culture? Pourquoi le podcast? Parce que c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce que, en particulier pour rendre compte d'une culture? Ça, c'est pas facile comme question, mais en fait... Vas-y, mais après je peux... En fait, je pense qu'il y a plein d'éléments pour lesquels le podcast c'est hyper intéressant. C'est que déjà, ça permet, alors ce serait le cas aussi en radio, hein, mais ça permet d'entendre les voix, donc la musique, comme on l'a dit. Donc à chaque fois on parle de musique, donc là on l'entend cette musique, on l'entend cette culture. Et d'ailleurs, Renaud il fait souvent un travail de déconstruction de la musique, donc il va déconstruire le rythme, il va nous dire voilà, vous voyez telle musique en fait dans tel pays c'est des rythmes ternaires, et là on entend le rythme ternaire, et il dit après derrière on rajoute des petits pianos, et donc à chaque fois il a ce petit truc de décomposer la recette d'une musique, et en fait décomposer la recette en son, ça marche hyper bien. Et ça, c'est très podcast de faire ça, et ça marche hyper bien. Et tout de suite, on se rend compte, si on te dit, si tu lis, par exemple, qu'une musique fait 120 BPM, à moins que tu sois un peu mélomane, tu te rends pas forcément compte. Quand il te fait écouter et qu'il dit, voilà, c'est de la house qui a été ralentie, et on passe de tel BPM à tel BPM, et qu'il l'a ralenti, et qu'à la réalisation, on entend le ralentissement, c'est hyper, tout de suite, c'est hyper parlant. Et en dehors de ça, on entend les voix des gens
qui parlent de leur culture, les artistes, les journalistes locaux, parce que l'idée aussi quand même de Faya, c'est de donner la parole. C'est pas Renaud sur son piédestal qui nous raconte les cultures du monde. Lui, c'est un passeur qui va envoyer des voice notes pour que les gens nous racontent leur culture. Et ça, c'est hyper important, c'est au fondement de l'émission. Et ça, pareil, c'est extrêmement podcast en fait. Et c'est le podcast, c'est le son de façon générale qui permet ça. Mais dans l'écriture, par rapport à une écriture d'une émission de radio de flux, on a vraiment cette liberté-là dans la conception. Et d'ailleurs, aussi, ce qu'on s'est amusé à faire dans la conception, sur la question des voice notes, c'est non seulement c'était une façon de contourner la contrainte du confinement, mais c'était aussi une façon de faire coller la forme et le fond. Ce qu'on essaie toujours de faire dans toutes les productions de Nick, c'est d'avoir des formes originales qui collent parfaitement avec le fond de ce dont on parle. Et en fait, en voyage, que ce soit Renaud ou moi aussi, notamment quand j'étais en Afrique du Sud, on s'est rendu compte que la musique aujourd'hui circulait énormément par WhatsApp, que ce soit en Amérique latine, dans un certain nombre de pays africains, où l'accès aux plateformes de streaming est beaucoup plus restreint pour des raisons de taux de bancarisation, des raisons économiques et d'infrastructures. Du coup, la circulation de la musique se fait énormément par WhatsApp, avec des groupes d'échanges où les gens vont s'envoyer les nouveautés, etc. Et du coup, on s'est dit, en fait, c'est parfait. Du coup, on va jouer avec ce truc de WhatsApp, ce code de WhatsApp, pour faire circuler de la musique dans le monde entier. Voilà. Ouais, peut-être pour répondre pourquoi ce format, c'est que je pense que moi, il me permet de rassembler en un format à peu près fixe tout ce que j'ai pu faire avant et tout ce que j'aime faire. C'est-à-dire que moi, je travaille pas mal dans des musées pour faire de la médiation autour de la musique, notamment au musée du Quai Branly, où j'ai l'habitude de faire des clés d'écoute, mais à l'oral, lors de visites. Je vais diffuser de la musique, mais avant, je vais dire, va falloir faire attention à ça, vous allez écouter ça. Donc ça, c'est quelque chose que je refais dans Faya. Il y a aussi que je suis DJ, et du coup, le Faya a un côté un peu mix. Il y a beaucoup de musique. Et justement, ça, c'est quelque chose qui, je pense, le différencie d'une émission de radio, c'est qu'il y a quand même cette volonté de jamais avoir des temps de parole trop longs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dire les choses importantes, mais les voice notes, elles font jamais plus de 2 minutes. Vraiment, c'est le max. Et donc, ce qui fait que je pense qu'il y a un morceau de musique toutes les, 3-4 minutes, quoi. 3-4 minutes, il y a de la musique. Et moi, j'ai été étonné que les gens me disent ah, mais moi je cours avec Faya, je fais mon sport avec Faya. Mais parce que je pense qu'il y a ce côté. En plus, je parle pas de musique, je parle de musique dansante de manière générale. Et donc, j'aime bien ce côté mix aussi de DJ. Et puis, effectivement, comme tu disais, les voice notes, il y a ce côté un peu émotionnel. Il y a quand même, on parle souvent de sujets assez. En fait, il y a à la fois du léger, c'est l'amusement, mais en même temps, il y a un côté un peu grave des fois. Donc je pense que le format podcast, il est bien pour mettre toutes ces choses que je viens de dire dans un même format de 30 minutes, 35 minutes, voire un peu plus quand j'arrive pas à me limiter. Et puis surtout, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, on parle pas... Toi-même, même nous dans We Are Europe, on va s'intéresser à un sujet qu'on maîtrise pas forcément parce qu'on en parle de loin. Et par exemple, si on est en radio et qu'on est en direct, soit on peut peut-être commettre des maladresses ou parfois être pas suffisamment documenté ou avoir même parfois certains clichés sur des choses. Et le fait de le faire en podcast, en fait, ça permet ou en tout cas de faire du temps long ou du temps un peu réfléchi, on va dire, ça permet de faire attention à ça et de délivrer un contenu où on sait qu'on met les pieds à peu près au bon endroit, quoi. En vrai, c'est un vrai travail documentaire qui est fait sur Faya, sous une forme qui effectivement est festive et punchy. Et il y a le côté DJ set, mais c'est un documentaire sous forme de DJ set, quoi, un peu. Et d'ailleurs, sur cette question du format, on a testé depuis pas très longtemps les Faya en live, en public et en live, où là, du coup, c'est un DJ set de Renaud, live et commenté. Et en fait, on va repartir des émissions qui ont déjà été faites sous forme de podcast, mais qui vont être réécrites et mixées en direct avec les commentaires en direct. Oui, et ça nous permet ça dépend des cas, mais de faire éventuellement danser les gens
pendant qu'ils apprennent des choses, parce que moi, ma volonté, en fait, finalement, qui est dans tous les épisodes, c'est de rendre visible ces artistes, en fait, parce que c'est des musiques que moi, je vais pouvoir entendre. En fait, moi, le point de départ de toute émission, c'est en fait une réaction personnelle, c'est de me dire « Ah, c'est quoi cette musique ? J'ai envie de la mixer, mais moi, j'ai envie de savoir ce que c'est, en fait. J'aime pas trop mixer des musiques si je sais pas ce que c'est, en fait. » Et au début, quand je débutais, ça m'arrivait tout le temps de jouer des trucs en me disant ah, « Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est cool, mais je sais pas trop ce que c'est. » Et maintenant, bon, bah, ce qui est bien, c'est que j'ai le réflexe. Si j'entends quelque chose de nouveau, je me dis « C'est quoi ?» Et il faut que je fasse un épisode dessus, en fait. Et donc, c'est une volonté de rendre visible, c'est-à-dire que je parle souvent de chansons quand même qui ont fait leur... ou de styles qui ont fait leur chemin quand même jusqu'ici, qu'on va pouvoir éventuellement entendre en club, qui vont même être des gros tubes parfois, mais de se dire mais qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce qu'il y a comme contexte social derrière et quels artistes. Et du coup là l'idée c'est pendant le DJ set c'est de pousser ça au max et de pouvoir parler des artistes en direct. Et en plus ça me permet d'actualiser en fait. Là, le côté work in progress il y est, c'est-à-dire que je peux rajouter des infos à chaque nouvelle performance quoi. C'est pas mal comme réponse, non? Pourquoi le podcast? Ah, c'était long. Une autre question. Une dernière question. 2 dernières questions même. Bonjour. Ah non. Je ne sais pas si on m'entend, mais au pire, Pierre, on n'a pas de micro. C'est bon? Ouais, oui. C'est bon. Bah, bonjour. Déjà, c'était très intéressant parce que c'est littéralement le sujet de mon mémoire et peut-être de ma future thèse. Donc, voilà. Et même si c'est plus centré sur la fiction, mais c'est pas grave. Et du coup, une de mes questions, c'est au final, après tout ce que vous avez pu étudier et avec tous vos voyages et vos discussions, qu'est-ce que vous avez défini comme une culture européenne et quelles sont les valeurs qui vont regrouper ces pays et les points communs entre justement la Pologne conservatrice et la contre-culture polonaise et la France, l'Espagne, la Suède, tout ça. Vous avez 3 minutes 30. Tu veux y aller? Cécile Bah, je sais pas justement, alors ça va être une réponse hyper cliché, mais je pense pas qu'on puisse parler d'une culture européenne, mais en fait c'est plutôt la multiplicité des cultures et l'aspect très 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 métissé de cette culture européenne, où en fait c'est vraiment une terre d'immigration et c'est aussi ce qui fait toute la richesse culturelle de l'Europe. Et après, évidemment, il y a des... Après, je pense qu'on est tous vraiment sur le côté musique plus, mais il y a vraiment des points communs entre plein de pays européens, des communautés qui apprécient les mêmes choses et qui se retrouvent autour des mêmes festivals, des mêmes soirées, des mêmes artistes, des mêmes labels, et qui partagent ça, en fait, qui ont clairement ça en commun. Voilà. Je pense qu'effectivement, honnêtement, je serais prétentieux de définir la culture européenne, mais je pense que, comme on l'a dit un peu plus tôt, il y a une dimension hyper importante de l'influence des diasporas en fait et de la question postcoloniale, et qu'en fait beaucoup de pays européens ont été des puissances colonisatrices et aujourd'hui ont leur culture qui est complètement nourrie aujourd'hui des diasporas, et ça c'est un truc du coup qui crée des points communs musicalement entre autres, mais pas uniquement. Et effectivement, quand Renaud s'intéresse aux musiques afro-caribéennes de Hollande, et donc on va appeler l'afro-dutch, et dans l'afro-dutch on va retrouver des éléments qu'on retrouve dans les musiques françaises d'influence afro, et par exemple Aya Nakamura, là tu vas en parler mieux que moi. Oui, en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu pas mal de collaborations entre des artistes hollandais et des artistes français, et il y a aussi le fait que Aya Nakamura elle a été plusieurs fois numéro 1 en Hollande avec des tubes bien particuliers qui en fait on ne le sait pas trop forcément, mais sont vraiment d'inspiration afro-dutch, c'est-à-dire des mélanges de hip-hop, de musique afro, de musique caribéenne, mais qui sont assez spécifiques à la Hollande. Et donc, comme tu le disais, en fait, il y a beaucoup de liens qui se tissent entre toutes ces différentes scènes, parce qu'il y a quand même des références de base qui sont communes ou des inspirations communes. En tout cas, je pense fortement, on va dire France, Hollande, Angleterre,
Oui, Espagne aussi. Là, c'est Même Morad et Jules, par exemple. Voilà. Ouais. Ah oui. Sur l'Espagne, c'était intéressant parce qu'en fait, le plus gros rappeur du moment en Espagne, Morad, donc qui est lui, il est issu d'une migration marocaine assez récente, et c'était assez intéressant de parler de ce contexte. Lui, en fait, il fait du rap, mais comme vraiment très inspiré de Jul. En fait, on s'en rend pas compte, mais Jul en Espagne, c'est un truc incroyable. Et en fait, si on écoute tous les rappeurs du moment, là, je préparais un peu. Je me faisais une update justement hier pour voir ce qui arrivait encore là d'Espagne. Tous les gars, ils font du Jul en fait, c'est-à-dire un rap assez rapide, up tempo, très électronique aussi. Et ça, vu de France, on s'en rend pas compte, mais il y a une énorme influence. Mais comme MHD, il y a quelques années, avait eu, et où tous les gars, en fait, ils faisaient de l'afro-trap, et ils reprenaient les mimiques de MHD, mais c'est même c'est presque de la copie, quoi. C'est vraiment, ils y sont allés fort, quoi. Et donc ça, c'est intéressant de voir aussi les échanges qu'il y a entre les pays. Et comme tu disais, Christophe, il n'y a aucun épisode qui est vraiment, comment dire, centré sur un pays, une culture, sans vraiment qu'on parle d'échange. Je parle tout le temps d'échange, d'inspiration extérieure. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans tous les épisodes. Et peut-être pour plus répondre à ta question, c'est, je pense, quelque chose de commun dans les différents pays d'Europe. C'est des questions, pas forcément des problématiques, parce que c'est pas des problèmes, mais des questions, des tendances ou des choses qui se passent dans la société qui vont être communes. Voilà, la place qu'on peut réserver à des jeunesses issues de migration, et quelle place elles trouvent dans ces sociétés, comment elles expriment cette place à travers la musique. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très, très partagé dans beaucoup d'endroits européens. Et ensuite, comment les scènes musicales dont tu parlais, les musiques un peu plus underground, électroniques, comment, dans des contextes conservateurs, la musique se retrouve de fait beaucoup, beaucoup plus politique. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent. Et les deux sont liés, parce que souvent, ces musiques et ces musiciens électroniques, ils sont beaucoup liés aux diasporas. Les deux sont liés, quoi. Les deux comment je pourrais dire, les deux thématiques, on va dire, elles sont c'est aussi très les populations opprimées. C'est ça. En fait, les opprimés se retrouvent souvent dans ce genre de milieu. Et voilà, je ne sais pas si je trouverai d'autres points communs, mais c'est déjà pas mal. Mais en tout cas, moi je pense que nous, c'est pas forcément, on va pas forcément pouvoir donner une définition de la culture urbaine, mais par contre, il y a une vision de la culture qu'on défend, je pense, et qui est une vision de la culture européenne notamment, qui est une vision métissée, qui est une vision d'une culture qui est en perpétuelle évolution. Et ça, on le montre à chaque fois que, oui, la musique française, elle évolue avec son histoire, avec ses influences liées au diaspora, et que pour nous, c'est hyper, enfin, il y a un statement, quoi, dans ce qu'on fait, une prise de position, de dire la culture européenne et les cultures, parce qu'on en parle à chaque fois au pluriel, sont vivantes, en fait. Et en opposition à une conception patrimoniale, figée de la culture. Eh bien, merci. On arrive au bout de notre petite discussion. Vous pouvez retrouver Nick la Radio en DJ set demain soir, en clôture de notre festival, donc soyez là. Il y aura des sons du monde entier qui vont vous faire danser. Ça va être dingue. Exactement. Et Cécile, est-ce que tu peux nous annoncer un futur projet podcast ou pas encore, ou est-ce que c'est dans les tuyaux? C'est vraiment au tout début des tuyaux. Mais l'idée, ça sera, là, c'est un sujet un petit peu plus précis, mais en gros, c'est de vraiment s'intéresser à des acteurs culturels en Europe et à tout ce que questionne leur activité en fonction de où ils sont. Et de vraiment pouvoir faire des portraits de ces personnes, de leur initiative, et de voir les communs qu'il y a entre tout ce que ces acteurs vont rencontrer en développant une activité culturelle, que ce soit un lieu, un label, un festival, voilà. On a hâte. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toi. Merci à toi pour vous. l'invitation. Merci. Et la suite, tout de suite. 7e fonction du langage.